Le courage n'est nullement l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur fait de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Tout de suite, notre réalité avec vous sur cette tranche, c'est bien sûr le rendez-vous de midi, une émission consacrée au divertissement dans l'apprentissage. Bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver encore cette semaine. Le menu, je suis sûre, vous allez l'aimer. Notre entrepreneur est au rendez-vous aujourd'hui. Des relations internationales à la restauration, juste un pas. Latifatou Nadé Dango nous le dira tout à l'heure. Dans Coaching numérique, nous parlons du boostage sur les réseaux sociaux. Notre débat du jour s'intéresse à la vie associative, un engagement responsable ou juste pour la forme. On en parle dans un instant. Mais pour l'heure, permettez-moi d'installer ma team. Boris, bonjour. Rebecca, bonjour. Quel plaisir de vous revoir cette semaine. Plaisir partagé. J'espère que la semaine a été, en tout cas, jusque-là. Parfait. D'accord. Très bien. Elle est titulaire d'une licence professionnelle en diplomatie et relations internationales. Pressentie à une carrière de diplomate, vous vous en doutez, elle est entrée dans la restauration par passion. Latifatou Nadé Dango est notre entrepreneur de la semaine sur le rendez-vous de midi. Latifat, bonjour. Bonjour madame. Pourquoi Latifat parle comme ça? Latifat, vous n'êtes pas timide, hein, rassurez-moi. Non, pas du tout. D'accord. Comment vous allez? Je vais bien, merci. D'accord. Maurice, vous recevez avec moi Latifat? Oui, effectivement. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. J'ai beaucoup aimé la tenue, c'est ça qui me plaît. Ah, donc... Alors, des relations internationales à la restauration, je le demandais tout à l'heure, il y a juste un pas. Effectivement, il n'y a qu'un pas. Ah bon? Oui. Comment cela s'est fait en fait? Quel a été le déclic? En réalité, la cuisine a toujours été une passion pour moi. D'accord. Et quand bien même j'étudiais, j'aimais toujours être à la cuisine, concocter des plats, voir les gens se régaler grâce à mes préparations. Ce qui a fait le déclic, c'est bien sûr la vie familiale avec ses réalités. J'ai eu beaucoup de difficultés. Certains y arrivent. Mais moi, j'ai eu des difficultés à combiner les deux. À concilier, exactement. D'accord. Et c'est tout naturellement que je me suis lancée. Vous vous êtes lancée dans l'entrepreneuriat, la restauration depuis combien d'années déjà? Depuis 2018. Depuis 2018. Depuis 2018, avec les hauts et les bas. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Mais avant d'être dans la restauration, est-ce que vous aviez eu à occuper des postes au sein de l'administration ou bien dans des entreprises, des structures privées, réellement des postes liés à la diplomatie? Concrètement, non. J'ai surtout fait des stages. Et au moment où vous étiez en train d'étudier les relations internationales, justement, la passion avait toujours été là, n'est-ce pas? Elle était constante. Mais pourquoi vous avez poursuivi? Bon, je comprends qu'il y a certainement la pression des parents pour avoir le diplôme. Exactement. Mais après votre baccalauréat, est-ce que vous n'avez pas parlé avec vos parents pour leur dire que j'ai une réelle passion pour la cuisine, donc permettez-moi, au lieu d'aller faire diplomatie, de faire plutôt la restauration, l'hôtellerie? Vous savez, lorsque j'avais eu à en parler, c'était plus, vous connaissez les parents africains, ce sont les diplômes, on est au Bénin, ce sont les diplômes qui priment surtout. Heureusement, les choses sont en train de changer aujourd'hui, l'entrepreneuriat est plus valorisé. Mais à l'époque, ce n'était pas vraiment perçu comme une opportunité. Vous avez commencé par évoquer tout à l'heure les difficultés que vous surmontez au quotidien dans votre vie d'entrepreneur. Racontez-nous un peu. Les difficultés, elles ne manquent pas naturellement, mais elles nous permettent toujours de donner le meilleur de ses capacités. Ma demande est forte, la clientèle est là et la volonté de la satisfaire également. Maintenant, la difficulté principale que je rencontre concerne surtout le financement. Parce que c'est très difficile de pouvoir donner vie à ses rêves d'un point de vue
matériel. D'accord. Latifat ne dit rien de nouveau puisque quand on parle de difficultés, Boris, par rapport aux entrepreneurs, il y a toujours cette question-là, la question du financement. Déjà, je la salue, cette volonté de quitter bien sûr la diplomatie pour la restauration. Mais pourquoi ne pas commencer tôt? Pourquoi ne pas aller à une école de restauration tôt et puis on est resté là, on dit diplomatie, finalement, on atterrit dans la cuisine. C'est surtout la crainte de ne pas faire la fierté des parents. Parce que, voilà. Mon père était diplomate. Ah, d'accord. Et j'ai aussi une héritière. Exactement. D'accord. Mais aujourd'hui, vous avez quand même fini par aller vers la restauration, Exactement. votre passion de base. Les parents ont appris ça, ont pris cela comment? Mon père n'est plus. Ok. Est-ce que c'est réellement ça? Parce que votre père n'est plus parmi nous. Non, ce n'est pas ça. Ma mère, qui est là, m'a toujours soutenue. Elle m'accompagne, elle m'aide même dans la réalisation de mes projets. Vous pensez que si papa était encore vivant, il aurait accepté ou pas? Il aurait pu accepter parce que je suis plus indépendante, bien sûr, et il comprendrait. Je suis certaine qu'il comprendrait. D'accord. Aujourd'hui, on va dire que vous êtes dans la restauration, donc dans l'entrepreneuriat depuis 4 à 5 ans. Depuis 4 à 5 ans. Voilà. Et quelle est la clé de réussite en entrepreneuriat de par votre petite expérience? L'essentiel, c'est d'apprendre. Apprendre, investir sur soi et se faire confiance. J'ai pu bénéficier d'un programme, le programme AWEB, qui accompagne les jeunes femmes entrepreneurs africaines. Et grâce à ce programme, j'ai pu apprendre beaucoup. Et on ne se lance pas tête baissée dans l'entrepreneuriat. C'est comme avant de devenir architecte, couturière, il faut apprendre le métier. C'est la même chose avec l'entrepreneuriat. La passion seule ne suffit pas. Il faut apprendre. Et grâce au programme AWEB, je sais qu'il faut un business plan. C'est la clé, c'est le parchemin qui vous accompagne tout le long de votre parcours. D'accord. Et voilà. J'allais lui poser la question du business plan, parce qu'on sait que beaucoup de jeunes aujourd'hui se lancent dans l'entrepreneuriat juste parce qu'à un moment donné, j'en ai assez de la manière dont on me traite dans mon boulot. Donc du coup, je décide tout simplement d'aller vers l'entrepreneuriat sans aucun plan. C'est vrai. Déjà, quand elle a dit business plan, je suis d'accord, je suis partant parce qu'il y a 8 points essentiels dans le business plan. Mais est-ce qu'on exécute tous les 8 points essentiels? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais on veut vite aller. Parce que quoi? Déjà, quand il y a le business plan, c'est déjà important. Parce qu'on sait là où on va. On sait comment il y aura des hauts et des bas. On sait comment les amortir. En tout cas, moi, je vous encourage et je pense qu'avec le numérique, on pourra aussi permettre à ce que vous essayez de donner ce qu'on appelle le growth à votre activité. C'est important. En tout cas, elle est là avec nous. Elle va suivre tout à l'heure le cours gratuit qu'on permet aux entrepreneurs par ici de suivre avec Boris. Alors, pour les années à venir, vous avez un rêve, n'est-ce pas? Lancer la production de vos propres matières premières pour ne plus avoir à vous approvisionner ailleurs. Est-ce que déjà vous avez un plan, un planning pour concrétiser ce rêve-là? Oui, j'ai un planning. Dans les 5 prochaines années, j'estime pouvoir, avec la force de ma volonté de travail acharné, produire moi-même ma matière première, m'équiper parce que je fais aussi, parallèlement, je fais l'agroalimentaire. La conception d'épices et de bouillons naturels. Et donc, mon ambition, c'est bien sûr de pouvoir produire moi-même mes matières premières, de ne pas avoir à m'approvisionner ailleurs et disposer de tous les équipements qui permettent cette production. Une ambition noble, n'est-ce pas, Boris? D'accord, parce que déjà, quand on veut aller à cette extrémité-là, c'est pas facile. Mais il faut aller pour être vraiment indépendant, si vraiment on veut réussir et avoir un nom, un logo, un slogan pour pouvoir quand même se faire connaître et quand même vendre ses produits. Courage à vous, parce que là, déjà, quand on veut aller à cette extrémité-là, c'est pas facile. Il faut le rappeler, c'est pas facile. Mais du courage. Ouais. Du courage, vraiment. Alors, vous êtes mariée, je suppose. Oui, vous avez des enfants, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce que ça se passe? Puisque vous avez évoqué le problème au début, vous avez dit que c'est justement pour régler. Vous n'arriviez pas à concilier job, femme, au foyer, mère, tous ces rôles-là. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez réellement que vous arrivez à concilier plus facilement? Oui, j'arrive à concilier parce que pour cela, je vais bien sûr remercier mon époux pour son accompagnement et son soutien au quotidien. Il m'aide beaucoup et c'est bien grâce à lui que j'arrive quand même
être motivé. D'accord. Alors, quand vous avez pris cette décision aussi d'aller vers l'entrepreneuriat, vous étiez déjà avec votre conjoint? Oui. Et comment est-ce que lui, il avait accueilli la nouvelle? Il est du genre à ne pas imposer sa volonté parce qu'on donne le meilleur de ses potentiels quand c'est nous-mêmes qui prenons... Et qu'on est épanoui. Qu'on est épanoui, exactement. Donc, il m'a demandé si c'est vraiment ce que je veux. Je lui ai dit oui. Il a dit, alors, fonce, je suis à tes côtés. Ok. Aujourd'hui, 4, 5 ans après, quel est votre bilan? Est-ce que vous avez des regrets? Je n'ai pas de regrets. Parce qu'en réalité, qu'on soit auto-entrepreneur ou salarié, chaque statut a ses avantages et ses inconvénients. L'important, c'est de trouver son équilibre, quel que soit le chemin qu'on a choisi. Et je peux dire que j'ai trouvé cet équilibre-là grâce à ma famille, à mes proches qui me soutiennent. Et vous faites quel bilan aujourd'hui? C'est un bilan positif, à mi-parcours? À mi-parcours, parce qu'il faut toujours se remettre en question. On ne se suffit pas, il faut toujours continuer. C'est un travail. L'entrepreneuriat, il n'y a pas de... On ne finit jamais d'apprendre, comme on le dit. Exactement, on ne finit jamais d'apprendre. D'accord. C'est vrai que vous êtes aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, la restauration, mais est-ce qu'il vous arrive d'utiliser les notions des cours de relations internationales au sein de votre restauration? Oui, je dirais parce qu'il n'y a pas d'entreprise sans client. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand il y a client, il y a la diplomatie, n'est-ce pas? Exactement. Donc, je fais tout. Vous savez, rien n'est inutile. Même quel que soit ce que vous apprenez dans votre vie, rien n'est inutile. Ça servira forcément à un moment donné. Et je vois que c'est vrai que ce n'est pas les mêmes domaines, mais ça m'aide à savoir gérer les clients, à prendre contact avec eux, à tisser des bonnes relations. D'accord. On retient donc que 5 ans après, pas de regret pour Latifatou Nadé Dango. Plutôt, vous êtes d'attaque, hein, vous voulez poursuivre sur cette même lancée et vous avez également un autre rêve, celui d'imposer votre label sur le marché. Latifatou Nadé Dango, merci pour ces précisions. On vous souhaite, hein, comme Boris a commencé par le dire, du courage, parce qu'il le faut, franchement du courage pour la suite. J'ai pas envie de vous lâcher, j'espère que ça ne vous dérange pas parce que votre avis sur le débat m'intéresse. Mais avant, on installe coaching numérique. Boris, aujourd'hui nous parlons donc du boostage sur les réseaux sociaux. Alors, boostage, sponsoring, est-ce que ces deux mots veulent dire la même chose? Oui, pratiquement la même chose. Parce que là, vous allez voir souvent, Facebook ne met jamais un boostage. C'est sponsoring. Même sponsoring pour montrer qu'il y a une activité d'éperon. C'est-à-dire on a donné un coup de pouce pour augmenter juste l'audience, la visibilité. Mais la question qui se pose aujourd'hui, pourquoi booster? Vous boostez parce que vous voulez avoir quoi? Certains se disent maintenant c'est pour vendre. Non, c'est faux. Vous ne vendez pas en boostant. Vous déclenchez seulement une audience. Vous augmentez l'audience. Et avant de le faire, il y a un processus. On fait un ciblage. Je suis au Bénin, je veux qu'on me voie en Côte d'Ivoire, au Cameroun, je définis le pays, j'y vais avec le montant que j'ai choisi et vous arrivez simplement à diffuser l'information. On peut s'abonner à votre page parce qu'on a vu l'élément, parce que le boostage force la main. On vient s'abonner, on met des likes. Mais ne veut pas dire que tous ceux qui se sont abonnés sont vos clients. Non, parce que la tranche d'âge dit quoi? Si votre projet, votre produit, vous mettez maintenant par exemple un produit de santé, ça ne concerne pas les enfants de 15 ans, de 20 ans, ça ne les concerne pas. C'est pour une cible précise. Ça veut dire quand vous boostez, après ça, quand vous avez 1000 abonnés, 2000, 5000, 10 000, 100 000 abonnés, même 2 millions d'abonnés, soyez sûr que ce n'est pas encore votre clientèle. Ils sont intéressés par ça parce qu'on leur a forcé la main. Maintenant, allez chercher votre client. Vos clients, allez chercher, allez négocier avec eux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu un monsieur quelques jours à Lomé qui me disait, oui, je suis entrepreneur, j'aimerais que vous boostez ma page, j'aimerais ci, j'aimerais ça. D'accord, allons-y, boostons votre page. Mais je lui ai dit, il met de l'argent, il a sorti de l'argent, il veut maintenant le résultat, il veut vendre. Vous ne pouvez pas vendre, ce n'est pas possible. Après le boostage, avant même de booster quelque chose, l'article A est là.
vous remettez maintenant cet article à celui qui fait le marketing, qui définit maintenant les particularités de ce produit. Il ressort. Et on balance ça à un publiciste qui écrit maintenant les différents chapitres sur le produit. On renvoie ça à un communicateur qui fait son travail et qui développe. Là, c'est un travail de... Et le communicateur fait quoi? Il maintient le cap après avoir diffusé le visuel, parce que souvent les visuels sont des affiches qu'on réalise, on diffuse. Vous diffusez le visuel, d'accord, mais ça ne suffit pas pour vendre. Il faut forcément une vidéo. Parce que quand on diffuse une affiche seulement, je vous assure, entre affiche et vidéo, ceux qui seront intéressés par la vidéo sont une grande masse. Parce qu'ils ont eu le temps de bien voir. C'est dynamique, c'est intéressant, voici, mais l'affiche reste statique, elle ne donne plus rien. Forcément, quand vous boostez une donnée avec une affiche, soutenez cela par une vidéo pour motiver les gens. Mais après ça, il faut les identifier. Il faut les identifier. Donc, moi, je dis, il y a des articles simplement qui sont postés sur Facebook, que Facebook lui-même sponsorise. La prière, ils vont sponsoriser. Dessins animés, vous allez voir, on a sponsorisé. Mais lorsque vous mettez maintenant un produit comme mascara, truc de femme, chaussures d'homme, ils ne vont jamais sponsoriser parce que quoi? Ça ne rentre pas dans leur ligne de travail. Et donc, quand vous boostez, vous contournez l'algorithme. Automatiquement, vous les contournez. Ils disent pas de problème, payez, on vous laisse faire. Donc, ils peuvent vous donner ce que vous voulez, soit plus de vues, vous êtes content, j'ai eu 10 000 vues. Je ne veux pas dire que... J'ai eu 10 000 ventes, non, pas du tout. 100 000 abonnés, ne veut pas dire que vous gagnez, vous avez seulement l'audience. Mais est-ce aussi que ceux qui sont là sont vraiment réels? Parce qu'aujourd'hui, le Robocop que nous fabriquons peut être du virtuel. Vous avez des gens qui sont là, 100 000 abonnés, demandez-leur de payer un seul produit, ils ne paieront jamais un produit. Donc, il est important quand vous boostez, après ça, vous laissez une vidéo là-dessus, vous essayez d'identifier vos éléments en faisant quoi? En citant leur nom ou en présent leur nom. Vous allez discuter maintenant du B2B avec eux, les renvoyer maintenant sur un numéro WhatsApp. Et là, vous avez le concret, un numéro où on peut s'appeler, on peut discuter. Là, on peut faire affaire. Mais booster seulement, je pense qu'on se perd et on perd du temps. Et je pense que c'est ce qui arrive aujourd'hui avec beaucoup d'entreprises qui pensent qu'il faut juste booster. Je veux sponsoriser parce que la visibilité, le fait d'avoir plus de likes ne signifie pas que vous avez touché réellement des cibles pour votre produit. Et je le dis toujours, moi je peux en une journée vous permettre d'avoir plus de 250 000 commentaires. Moi je peux le faire. Tout de suite, parce que ça s'achète aussi. Oui, rapidement, les commentaires, je peux les provoquer rapidement. Je peux provoquer aussi des vues, vous aurez des millions de vues. Vous serez très content. C'est bon pour les artistes. C'est bon parce que... C'est bon quand on veut être influenceur, quoi. Fanbase, oui. Et là, les influenceurs aujourd'hui se basent sur ça pour décrocher des activités auprès de certaines sociétés. Parce que quand on voit, on a beaucoup d'abonnés. Ça veut dire maintenant là que je peux... Ce qui ne veut pas dire forcément que ceux qui sont abonnés là, on peut les fabriquer. Vous voyez des choses comme ça. C'est ça la force également du numérique, de la technologie. Est-ce que vous avez une page, Latifat? Oui, une page professionnelle pour votre restaurant, je suppose. Parce que vous avez un restaurant? Un restaurant virtuel. Ok, d'accord. Le restaurant physique est encore en projet. On vous souhaite de l'ouvrir très bientôt. Merci. Donc, comme ça, vous avez une page également pour faire la promotion de votre restaurant. Exactement. Mais vous vous retrouvez dans ce qu'il a dit. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de booster votre page pour amener les gens à plus s'abonner à votre page? Jusque-là, je n'ai pas encore boosté ma page. Je me contente de publier. Juste? Oui, de publier. D'accord. Donc là, c'était un coup gratuit. Oui, c'est un coup gratuit qui va me servir. C'est sûr, c'est sûr. Alors, on retient que boostage, sponsoring veulent dire les mêmes choses. Les mêmes choses. C'est bien ça. Oui, et aussi, il y a des heures pour booster. Si on veut booster, il y a des heures pour booster. Et aussi, on peut booster sans rien payer. Ça, je le rappelle. Et on peut contourner Facebook, Instagram. On peut les contourner facilement. Il y a une technique pour les contourner sans rien payer. Et j'ai ce que je veux. Oui, facilement. On peut les contourner et puis faire ce qu'on veut sans rien payer. Monsieur Boris. Oui, on le fait tout le monde. Les experts, en tout cas en numérique, peuvent le faire facilement. On peut contourner. D'accord. Oui. Mais bon, tout ça aussi, c'est qu'il faut connaître les rouages de ce qu'on appelle réseaux sociaux, de ces machines-là. On utilise des portables, mais on ne connaît pas forcément toutes les fonctionnalités de ce téléphone portable. On a des téléphones, on pense qu'avoir un smartphone, c'est juste appeler, se connecter. Mais il y a tellement d'autres fonctionnalités. Je suis sûre que vous allez nous trouver des cours sur cette thématique tout au long de cette saison. Boris, merci pour ce cours rapide mais instructif. Toujours un plaisir. Un plaisir partagé. Place maintenant à notre débat du jour.
La vie associative est la participation aux activités d'une association. Une association est un groupe de personnes mues par des objectifs communs. Les membres y consacrent leur temps pour défendre des causes qui leur tiennent à cœur. Les associations sont le plus souvent à but non lucratif. Aujourd'hui, on constate malheureusement que beaucoup rejoignent les associations pour le paraître. Vie associative, un engagement responsable ou juste pour la forme. Nous en parlons donc avec Boris, Latifat et deux autres invités qui nous ont rejoints entre-temps. Didas Tossou, bonjour. Vous êtes sociologue. En face de vous, coach Noé Consolas, Konou, c'est bien ça? Bien sûr. Vous êtes membre d'association. Bonjour et merci d'être là pour ce débat. Un plaisir de vous avoir. Didas Tossou, je pense que depuis cette saison, on ne vous a pas encore vu par ici. C'est vrai aussi. Et vous étiez avec nous la première saison ou la deuxième? Depuis, vous nous avez abandonnés. Pourquoi? Non, comme on l'avait dit, je suis en train de former une vie associative quelque part. Ah, en tout cas, vous allez nous en parler tout à l'heure. Alors, ma première question s'adresse à Madame Dango. Madame Dango, vous êtes dans une association, vous militez au sein d'une association? Oui, nous ne sommes pas encore formalisés, mais je suis au sein d'un groupe de femmes qui œuvrent pour l'épanouissement de la femme, de la mère, bien sûr, et aussi mettre la joie au cœur des enfants. C'est le groupe ESAB. D'accord. Alors, quel est l'intérêt de mener une vie associative selon vous? C'est important selon moi, surtout pour l'intégration sociale de la personne, parce que nul ne peut vivre en autarcie, enfermé sur lui-même. L'association nous permet d'aller à la rencontre de personnes d'autres cultures, d'autres horizons, d'autres éducations et se mettre ensemble pour une cause que nous estimons être noble. D'accord. Alors, coach Noé Consolas, je vous adresse la même question. Je sais que vous êtes membre d'une association. D'ailleurs, vous étiez sur le plateau il y a de cela quelques semaines pour parler des violences sur mineurs. Alors, je vous adresse la même question. Quel est l'intérêt de mener une vie associative? Bien, merci pour cette question et je dirais déjà que mener une vie associative, ça nous permet d'acquérir beaucoup de compétences et d'avoir des aptitudes professionnelles également, même si on n'a pas eu droit à une formation académique dans ce domaine. Vous pouvez, grâce au militantisme, acquérir ces compétences qu'il fallait avoir peut-être un peu plus cher ou peut-être sur une période un peu plus large. Voilà. Donc, dans la vie associative, vous parvenez donc à avoir des compétences, des capacités et également à booster votre carnet d'adresses. Il y a la possibilité de réseautage, de connaître beaucoup plus de personnes, des autorités, des personnes que peut-être vous n'auriez pas la chance de rencontrer si vous n'étiez pas dans ce domaine ou si vous n'étiez pas dans une association en train de militer. Et d'ailleurs, vous militez au sein d'associations et le t-shirt que vous portez en dit d'ailleurs très long parce que Octobre Rose, même si Octobre s'est refermé, dites-nous, ça c'est une cause noble que vous défendez, n'est-ce pas? Exactement, et je suis membre de plusieurs associations, de la société civile et tout. Donc, je milite particulièrement pour la cause des enfants, plus précisément, c'est mon domaine d'expertise. Et à côté de ça, il y a d'autres thématiques également qui m'intéressent. Quand il y a des journées internationales, quand il y a en tout cas, toute cause noble que l'on peut défendre, on essaie d'apporter sa pierre. Voilà. D'accord. Alors, Boris, militer au sein d'une association, j'emprunte les mots du coach Noé, vous permet d'acquérir beaucoup de compétences et aussi d'avoir un carnet d'adresses bien fourni. Vous êtes d'accord? Bon, carnet d'adresse, je vais dire oui. Compétences, je ne sais pas trop, parce que, bon, moi, à l'extérieur, que j'ai vécu aussi dans une association, on était ensemble dans le numérique surtout. Il y a forcément des situations qui arrivent, par exemple, maintenant, le leadership, parce que forcément, on veut démontrer qui on a. On ne s'assoit pas sur la même chaise. On veut forcément... Il y a des tiraillements. Chacun veut installer son ego. On pousse des pectoraux. On veut démontrer qui on aime. Je pense que des fois...
L'objectif visé à travers l'association ne sont pas forcément atteints. Ça, j'ai remarqué ça au Bénin, ça part en vrille. On est toujours statique, ça ne développe pas. Parce que quoi, l'ego de certaines personnes ne ferait forcément que les choses vont piétiner énormément. Moi, j'en ai vécu, même dans mon quartier, j'ai vu des gens qui étaient en association pendant longtemps. Même des associations de prière, groupe de prière, je dis seulement ça, mais on sait la barre qui est venue parce que quoi, quand le jeton tombe dedans, il y a forcément cette question de leadership, cette question de mon intérêt qui fait que tout part en vrille. Moi, je vais seulement dire que c'est bon, c'est une bonne démarche, mais les problèmes ne manquent nulle part. Et forcément, si on ne prend pas la hauteur, on risque de ne rien faire de bon avec. D'accord. Je reviens très rapidement chez vous, coach Noé. Vous avez suivi ce que Boris a dit tout à l'heure. Des fois, l'objectif du départ n'est pas respecté à cause de cette guerre de leadership au sein des associations. Vous qui militez au sein des associations, ça fait combien d'années déjà que vous militez au sein? Depuis 2018, j'ai commencé les associations. D'accord. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec lui qu'il y a réellement ce problème? Je suis totalement d'accord, parfaitement d'accord. Et la guerre de leadership, ça ne manque souvent pas. Et surtout dans les organisations de jeunes, on rencontre cette guerre et ça a tendance de gâter beaucoup de choses des fois et ça peut causer des démissions, ça peut blesser des gens et des frustrations et tout. Néanmoins, je crois qu'on va essayer de faire avec parce que de toute façon, il y a cette motivation que nous avons et c'est cette motivation qui nous pousse vers le militantisme. Donc, quand tu as cette motivation qui est intrinsèquement élevée, quoi qu'il arrive, tu continues toujours droit à défendre ta cause. Didas Tossou, vous êtes sociologue, donc étant le clinicien, on va dire, de la société. Quel est votre regard sur la vie associative? Merci beaucoup. Je crois que les uns les autres ont déjà défini ce que c'est que l'association et vie associative. Et les enjeux même de la vie associative, je crois qu'on a commencé à aborder, mais on n'est pas parti loin. On dit souvent que l'homme, on ne naît pas homme, on ne naît pas femme, on le devient. À partir d'une association, vous vous découvrez. Qui vous êtes? Qu'est-ce que c'est que la société? C'est à partir d'une association que vous découvrez tout ça. Lorsque on parle de vie associative, ça veut dire que l'association est animée, vit, est active. Donc lorsqu'il y a association qui vit, ça veut dire que moi-même je vis. Ça veut dire que la société qui est en face de moi vit. Comme ça, vous réussissez beaucoup de choses. À côté de ce que M. Boris est en train de dire, comme quoi il ne voit pas cette ferveur, ou encore à l'intérieur de l'association, il y a des petits jeux, des problèmes de leadership. C'est même ça la vie associative. Parce que je suis rentré dedans, j'ai découvert que si j'occupais tel poste, ça pourrait me donner tel. Et donc c'est très bien bon que j'agisse pour dire, mais il faut que je bouscule Boris pour prendre sa place. Donc c'est la meilleure même formule, parce que si j'étais chez moi, je n'allais pas découvrir qu'il y a telle ou telle chose quand on est président, quand on est trésorier, quand on est secrétaire général, on gagne ci, on gagne ça. Lorsque vous êtes président, vous êtes secrétaire dans une association, quand vous invitez les gens à une formation ou quelque part, mais c'est les deux premiers qu'on invite. Mais je constate que les deux vont quitter le Bénin pour aller au Togo, pour aller quelque part, pour aller se faire former pour quelque chose. Mais prochainement, quand on va faire l'élection, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais tout faire pour faire partie Boris et prendre sa place. Donc, c'est une bonne cause que vous voyez dans ces associations que les gens se meuvent très, très, très bien. Alors, de l'autre côté, lorsque vous avez votre enfant qui va dans une association, il faut applaudir. Parce que ce que vous n'avez pas à dire à votre enfant à la maison, à travers l'association, l'enfant découvre la vie. Lorsque vous cachez votre enfant à la maison pour dire mon enfant n'ira pas quelque part, non, il va là-bas maintenant, ils vont développer des vices. Excusez-moi, c'est à travers les vices aussi qu'on découvre les vertus. On ne peut pas dire qu'on va vivre seul avec les vertus. Il n'y a pas un pays dans lequel il n'y a pas de voleurs. Il n'y a pas un pays dans lequel il n'y a pas de bandits. C'est comme ça dans le même pays, il y a des gens de valeur, il y a des gens qui ont l'éthique. Donc de la même manière, à travers l'association, vous avez toujours des bonnes manières de vivre, mais on colporte aussi des manières difficiles, c'est-à-dire des déviances qu'on constate. Mais la majorité, si vous faites la balance, ce qu'on gagne est plus grand que ce qu'on y paie. Voilà. D'accord. Alors, quand on entre dans une association, quand on s'engage dans une association, qu'est-ce qu'on doit aller chercher concrètement?
coach Noé? C'est vrai que chacun vient dans une association avec ses idées, avec ses objectifs. Mais en réalité, si on intègre une association, la première des choses, c'est la motivation qui t'amène, c'est-à-dire je veux militer pour telle cause. Donc, je veux régler certainement des problèmes de la société liés à plusieurs domaines. Alors, la première des choses que je dois aller chercher, moi, c'est la compétence. Je dois aller à la quête de la compétence. Je ne vais pas finir de militer dans une association pour rentrer encore tel que je suis venu dans l'association. Voilà, la première des choses. L'autre aussi, c'est de tout faire pour développer son personal branding ou sa notoriété, en fait, grâce au militantisme. Donc, quand je suis dans une association, je dois aller chercher à faire de manière que, quand on appelle mon nom quelque part, tout le monde doit directement pouvoir voir de quoi il s'agit. Voilà, quand on dit Monsieur Kodio, par exemple, tout le monde dit « Ah, Kodio, c'est les enfants, lui, on sait, c'est le père des enfants. Kodio, voilà, ça déjà, c'est quelque chose que tu es en train de gagner. Et à travers cela, tu pourras également aboutir à cette troisième chose qu'il faut chercher, dont je vais parler, qui est les opportunités. Je dois aussi fouiller les opportunités. Voilà, donc je suis dans le domaine de l'agronomie. Je dois tout faire pour évoluer dedans, aller à l'extérieur, prendre des formations, revenir. Voilà. Et c'est l'association qui devrait vous permettre cela? Oui, l'association peut bien me permettre, mais l'association pourrait même être là et ne pas contribuer à cela. Parce que j'ai déjà, au préalable, construit ma vie d'une façon où, quand on entend mon nom, on sait qu'à telle personne, c'est telle chose. Et même si je suis à la maison, quelqu'un peut m'appeler pour dire « Ah, voilà, on a eu tes vents et on aimerait que… » Et là, ce n'est plus forcément ton association qui a joué sur eux. C'est juste ta motivation et la manière dont tu es actif sur le terrain qui t'a créé ces opportunités. D'accord. Madame Dango, qu'est-ce qui vous a poussé à commencer par militer au sein de ce groupe de femmes-là dont vous avez parlé tout à l'heure? L'objectif du groupe, c'est l'épanouissement de la femme, de la mère et bien sûr le bien-être de l'enfant. Étant mère de famille, je crois qu'il est important pour une femme de pouvoir trouver son équilibre, quel que soit ce qu'elle fait. Qu'elle soit mère au foyer, qu'elle soit fonctionnaire, auto-entrepreneur comme moi. L'important, c'est de trouver son équilibre parce que quand tu as ton équilibre, tu es plus à même de donner le meilleur de toi-même et de t'investir dans l'association et dans ta vie personnelle également. Donc, le fait d'appartenir à une association peut te permettre d'améliorer beaucoup de dimensions dans ta vie personnelle. Donc, c'est pour régler un problème personnel que vous êtes rentré en association. C'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Boris, est-ce que vous avez déjà milité une fois au sein d'une association? Bon, je l'ai dit tout à l'heure que j'ai pris part à une association de techniciens numériques, tout ça, on est resté ensemble. Vous êtes resté longtemps? Oui, je suis resté longtemps. Bon, on reste toujours, et il y a des gens qui sont à l'extérieur, toujours on communique par visioconférence. Mais ce qui est important, il y a le sociologue qui a sorti un point, je pense que sur ça il faut revenir, c'est quand on parle de certains postes dans une association et quand les intérêts prennent le pas sur la vision de l'association, je pense que tout part en vrille. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quoi? S'il est question qu'on s'intéresse à un poste de responsabilité parce qu'il y a des intérêts qui sont là, et là on est campé sur cette base, on veut y aller, on tient à ça, on oublie maintenant l'objectif premier de cette association. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, si on pense à l'association au Bénin, 90 sont dans cette fourchette-là et qui se perdent, qui se disloquent facilement. Même, vous allez voir l'association des artisans au Bénin, il y a forcément des difficultés. On fait seulement campagne sur le terrain pour occuper un poste, vous allez voir comment on se détruit jusqu'à s'envoûter. Ça veut dire que l'idéal est rangé au placard, on vise plutôt l'intérêt personnel et égoïste et on y va. Quand est-ce que dans cette vision-là, on pourra faire quelque chose de bien avec une association et des mieux se retirer? D'accord. Alors, coach Noé, est-ce que vous militez au sein des associations et vous êtes déjà arrivé de remarquer que parmi vous, il y en a qui ne s'engagent réellement jamais? Quand il y a des activités, ils ne sont jamais là. Quand on doit se rencontrer pour parler de l'association, ils sont toujours occupés. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de vivre des situations pareilles? C'est une réalité malheureuse et ça ne manque pas. Dans des associations, je suis resté dans des associations où ces cas se sont vraiment présentés, où tu vois quelqu'un qui n'est vraiment pas actif et bon, du coup, du jour au lendemain, quand il y a une opportunité, c'est lui qui veut se positionner. C'est lui qui, d'ailleurs, répond en première position dans le groupe. Si c'est dans un groupe, il répond rapidement. Et il met un mot pour montrer que, bon, lui connaît déjà tout ce qui est là et que ce serait mieux que ce soit... Parce que ça l'intéresse. Voilà, parce que ça l'intéresse. Néanmoins,
quand les autres mouillaient le maillot vraiment sur le terrain, on ne le voyait pas. Voilà, il y a ça, je vais dire que ça concerne les membres simples de l'association qui sont là seulement inactifs et tout. Mais au sein juste même, pour la forme. Voilà, mais au sein même des responsables d'associations, il y en a aussi qui s'engagent, qui ne sont pas réellement engagés. Là. Et quand même ils réagissent, tu te dis, mais où est le leadership alors? Pourquoi il est là? Mais il a fait quoi? Comment il a pu faire pour se retrouver à cette position? Voilà, et malheureusement, ils sont là et ça peut dégénérer rapidement et créer autre chose. Des fois, ça marche. Bon, on fait avec. D'accord. Didas Tossou, dites-moi, est-ce que la vie associative est obligatoire en tant que sociologue? Est-ce que vous pensez que c'est obligatoire? Elle est obligatoire selon moi. Mais avant de répondre, permettez-moi de dire deux choses. D'accord. Première, le coach disait que on vient dans une association par conviction ou par objectif. Non, ce n'est pas forcément ça. Il y a trois aspects pour entrer dans une association. D'abord, peut-être que vous êtes orienté par un parent ou quelqu'un qui vous a montré le chemin. Deuxième aspect, vous êtes dans une corporation. Vous rentrez dans une association. Et troisième, on rentre les yeux fermés, tout est fermé, vous rentrez, vous ne savez rien, vous rentrez. C'est quand vous rentrez, donc vous découvrez que là où je suis arrivé, là c'est bon ou ce n'est pas bon. Donc, c'est les trois aspects d'abord. Maintenant, je reviens. Vous avez demandé... Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est obligatoire? Ceux qui ne vivent pas, ceux qui ne passent pas par une association ou quelque chose, où il y a un groupement quelque part formel, quand ils sortent dans la société, il y a quelque chose qui leur manque. Ah bon? Oui. Hier, quand vous m'avez demandé de passer ici pour cette émission, j'ai réécouté un peu le parcours d'Obama qui avait milité dans une association d'étudiants. Et ça lui a permis d'arriver où il devrait arriver. On peut donner plusieurs cas. Je ne vais pas trop citer le nom, mais au moins des gens qui sont déjà grandes personnes, qui sont déjà à la retraite. On a vu les associations des étudiants en 60, 65, en France, dirigées par notre patriarche Amouzou Bruno. Ça a donné beaucoup de choses. Vous avez vu le temps qu'il a fait sur cette terre en termes de politique et consorts. Donc on peut citer, lorsque vous ne rentrez pas dans une association, pas forcément association de développement, soit c'est votre corporation, quelque chose, il y a quelque chose qui doit vous manquer. Écrivez ça quelque part. Lorsque vous ne vivez en rien, que vous restez chez vous, vous allez à l'école, vous revenez, vous prenez vos cahiers, vous prenez vos ordinateurs, et que vous n'avez aucune relation avec d'autres personnes pour frotter un peu votre cervelle. Il y a forcément quelque chose qui vous manque. Boris est d'accord? Je suis en partie d'accord, mais pas entièrement. Parce que je prends le cas de ceux qui ont fait l'internat. Pour nous qui avons été quelque part, c'est pas forcément ça. Vous savez, c'est bon d'aller quand même se frotter sa connaissance à d'autres connaissances pour quand même voir ce que ça va donner. Mais ne veut pas dire forcément que quand on ne prend pas part à une association, qu'en société, qu'on est aussi, qu'on n'a pas les aptitudes, c'est vrai, on s'en sort mieux, on se socialise facilement, mais ne veut pas dire qu'on est totalement mis à l'écart, on n'est pas en aparté. Je pense qu'on a forcément des valeurs à apprendre. Quelque chose peut nous manquer. Mais il faut comprendre que si tu es bien éduqué, même la famille est une association. Oui. La famille est une association, si la valeur donnée à la maison, elle est respectée strictement. Je pense que si l'éducation est respectée, on peut mieux se sentir à l'aise en société et mieux transcender les valeurs associatives aussi. Donc, dit forcément, il faut passer par là. Si tout le monde adhère aux associations, imaginez ce que ça va donner. On n'aura pas les mêmes choses. Et quel type d'association aussi, Monsieur Tossou? Vous recommandez quel type d'association? Puisque vous dites que c'est obligatoire de votre position de sociologue, bien sûr, vous estimez que c'est obligatoire. Maintenant, quel type d'association? D'accord. Je voudrais déjà dire que c'est vrai que dans une société, tout le monde ne marche pas comme on le pense. Donc, tout le monde ne voit pas dans la même direction comme on le pense. Ça, je suis d'accord. Quand nous disons obligatoire, ce n'est pas, par exemple, tous les Béninois, les 11 millions ou bien 12 millions de Béninois là, qui vont rester en association. Non, ce n'est pas forcément. Mais lorsque nous parlons d'obligation ici, vous voyez un peu la proportion que nous donnons à la chose. Maintenant, quel type d'association il faut choisir? Si je suis jeune, il doit y avoir une association de jeunesse
qui s'occupe de telle ou telle thématique, telle que le coach le dit. D'accord. Si je suis là pour le développement de tel, nous prenons telle thématique et on aborde la thématique. Si je suis étudiant, on doit avoir l'association de développement ou bien de quelque chose de tel, des étudiants de telle zone ou bien des étudiants de telle corporation. C'est-à-dire que si je suis sociologue, c'est que je devrais avoir une association, etc. Donc, il faut, soit par thématique ou bien par région, ou bien pas quelque chose, il doit y avoir un objectif autour duquel on doit pouvoir se réunir pour dire, on est en train de parler d'association. Donc, l'association ne peut pas être en l'air comme ça, on doit pouvoir viser un but. D'accord. À quel âge est-on autorisé maintenant à aller vers une association, à s'engager? Est-ce que je peux limiter un certain âge donné? Ce n'est pas très évident, mais déjà, dès que j'engage, je suis arrivé au collège, je peux déjà commencer à réfléchir à rester dans une association. Dès que je viens à l'université, déjà au moins on peut dire, pas de l'université, l'étudiant peut chercher à rentrer dans une association, créer une association pour dire nous sommes dans tel ou tel domaine. Au-delà de ça, même si je suis dans la vie active, on peut avoir une association. Madame vient de dire que même les diplomates peuvent rester en association, même les femmes peuvent rester en association. Donc, dès que je commence à avoir l'âge majeur, donc commencer à comprendre un peu la vie, je peux chercher à rentrer dans une association, dans une corporation, pour pouvoir partager mes expériences et aussi recevoir les expériences des uns et des autres. D'accord. Voilà. Un dernier tour de table alors pour clôturer ce débat sur la vie associative. En guise de conseil, en même temps, un coach Noé, quel doit être mon apport en tant que membre d'une association? En tant que membre d'une association, très rapidement. Il faut nécessairement penser à être actif dans l'association. Si vous êtes actif, ça veut dire que vous participerez à plusieurs activités, à plusieurs événements. Et plus vous participez à ce genre d'activités, événements, plus vous aurez des compétences, plus vous serez satisfait vous-même d'avoir intégré l'association. Et en guise de conseil, je voudrais rappeler simplement que nous ne sommes pas obligés d'être jeunes ou d'être bacheliers avant de commencer par militer. Aujourd'hui, il y a plein d'associations, d'organisations constituées d'enfants, où ce sont même les enfants même qui gèrent leurs associations. Et ces enfants, demain, quand ils deviennent jeunes et ils intègrent votre association, ce sont des produits vraiment, vraiment excellents. D'accord, merci. Latifat. Oui. En ce qui concerne la vie associative, comme le coach l'a dit, il faut s'investir. Pour moi, c'est la clé. S'investir, interagir avec les membres et bien entendu servir la cause. D'accord. Servir la cause, Boris? Oui, servir la cause, seulement qu'il faudrait que certaines associations évitent, à la limite donnée, de ridiculiser certains éléments, parce qu'on sait que lorsqu'on parle de cotisation, on n'a pas évoqué, quand cette question vient dans les associations et d'autres ne payent pas, il y a le ridicule qui s'installe. Laissez-moi vous dire, beaucoup ont vécu ça, et si on peut aussi épargner cela, exempter cela à certaines personnes, même s'ils ne payent pas, laissez-les vivre, pas les ridiculiser, pas les renier. Donc en fait, ce que vous souhaitez, c'est qu'au sein des associations, il faut aussi se dire que tout le monde n'a pas le même type de budget. Donc, oui, ceux qui veulent rester dedans ne veulent plus entrer, ne veulent plus rester. D'accord. Monsieur Tansou, très rapidement, pour conclure, vous êtes d'accord avec Monsieur Boris, je suppose? Je suis entièrement d'accord. Je voudrais juste compléter quelques mots pour dire que l'association, lorsqu'on dit vie associative, c'est que je donne quelque chose de moi. Ça peut ne pas être l'argent, ça peut être un autre apport, quelque chose que j'apporte pour qu'il y ait vie. Vie, c'est qu'il y a mouvement, il y a quelque chose qui se déplace, il y a dynamique. Donc, je dois pouvoir apporter quelque chose. Ce qu'on y gagne, c'est beaucoup. Ce qu'on gagne dans l'association, c'est beaucoup. Vous savez que c'est à travers les associations que nous arrivons à savoir comment parler en société, comment gérer les conflits. Donc, tout ça, il faut que on amène nos enfants à aller vers l'association, à aller vers des associations, en tout cas, des associations dignes, pour que ça ne soit pas avilissant aussi. D'accord. D'accord. Merci beaucoup à vous, chers invités d'Idas Tansou. Un plaisir de vous avoir reçu par ici pour opiner sur la question. Je suis sûre que les téléspectateurs ont retenu que quand on milite au sein d'une association, il faut être
engagé. Il faut s'engager personnellement pour en tirer quelque chose au bout du chemin. Alors, Didas Tossou, je vais vous permettre de vous retirer parce que je sais que vous avez un planning très chargé, n'est-ce pas? Merci beaucoup. D'accord. Alors, on va dire bonne suite de journée à vous. Merci. Bonne émission. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Taragbe Valère Ronsou, venez nous rejoindre sur ce plateau. Il est l'heure d'aller au champ dans sa pousse. Taragbe Valère Ronsou, bonjour. Bonjour Madame Rebecca. On répond à une question aujourd'hui. Comment débuter son entreprise agricole à partir de zéro? Je voudrais savoir, c'est 0 ou 0 francs? Vous allez savoir tout de suite Ok, on y va. dans cette vidéo. Bon, bonjour chers téléspectateurs. Je vous permets de saluer mes invités. Hein. Ah, d'accord. Bon, j'ai un peu entendu le débat, c'était intéressant. Vous militez au sein d'associations, vous? Oh oui, bon, c'était religieux, voilà, j'étais Ok, catholique. d'accord. Le MADEB. C'était? Le MADEB. C'est plus maintenant? Bon, là, j'ai grandi, je ne suis plus enfant. Le MADEB, c'est pour les enfants. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, c'est un peu ça. On y va alors avec votre rubrique. Alors, chers téléspectateurs, vous allez vous demander, mais ce monsieur-là, il veut nous vendre du rêve ou quoi? Comment on peut démarrer une entreprise, encore une entreprise agricole à partir de zéro? En fait, ce n'est pas 0 francs CFA. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, si vous avez déjà un smartphone dans votre main, vous avez un ordinateur, vous êtes connecté, si vous avez accès à Internet. Et monsieur Boris sourit, Jean. Voilà, voilà, je suis d'accord, quoi. On y va. On continue. Donc, si vous avez accès à Internet aujourd'hui, vous pouvez démarrer n'importe quel projet à partir de zéro. Même la construction d'une grande maison qui va coûter 2 milliards, vous pouvez la démarrer à partir de zéro. Je vous explique. D'accord. Vous n'êtes pas expert dans un domaine, par exemple l'agriculture, et vous avez pris vent de la rentabilité de la production des oignons au nord du Bénin. Vous n'avez pas une formation en agriculture. Le premier réflexe, vous prenez votre smartphone, vous vous connectez, vous suivez la loi des 50, vous regardez, vous dévorez 50 vidéos sur la thématique. No stop. La loi des 50 vidéos. Donc, enfin, dévorer, vous voulez dire sur n'importe quel sujet. Sur n'importe quel sujet, que mais en lien avec la thématique. Voilà, que ce soit militaire, journalisme, droit, vous regardez des vidéos. Bon, attention, il ne faut pas regarder des vidéos des mythos. Il faut regarder des vidéos des gens qui sont respectés dans le domaine. Par exemple, dans le journalisme, il y a des grands journalistes. Il y a des noms quand même, voilà, donc il faut se référer par rapport à par exemple, dans l'investissement, il y a Warren Buffett, il y a Elon Musk, il y a Donald Trump, des gens comme ça. Il faut regarder des vidéos concrètes, 50 vidéos sur la thématique. D'accord. Vous allez même être plus fort que la personne qui a fait 3 ans, 4 ans de parcours scolaire ou académique. D'accord. Vous regardez ça, vous allez sur Google, vous regardez, vous lisez 50 articles, que ce soit de la littérature grise ou bien de la littérature scientifique. C'est quoi la littérature grise? C'est la littérature qui n'est pas issue des données scientifiques. C'est, par exemple, on dit comment cultiver la papaye, et ce n'est pas un scientifique qui l'a écrit, c'est quelqu'un, peut-être un médecin, qui a fait son expérience. Ce n'est pas une vérité scientifique. Okay. Vous dévorez tout ça, vous avez beaucoup d'informations. D'accord? Maintenant, deuxième étape, vous allez en petite superficie, vous cultivez peut-être 400 mètres carrés de cette spéculation agricole-là dans la zone de production. D'accord. Vous faites vos rendements et vous l'estimez si c'était 10 hectares. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si, donc, on veut faire beaucoup d'hectares d'oignons au nord et on sait que c'est rentable. Je fais 400 mètres carrés et je déduis combien j'ai investi, je déduis combien j'ai gagné. Et là, vous pouvez maintenant lancer un financement participatif avec votre téléphone. Et attention, pour lancer un financement participatif, il ne suffit pas de se lever du jour au lendemain de quelque part et dire que hey, moi je suis Madame Rebecca, j'ai lu 50 vidéos sur l'agriculture. J'ai lu aussi la littérature, donc maintenant on commence le financement. Non, c'est pas ça. D'accord. C'est un long chemin. Mais si vous avez la détermination nécessaire derrière, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. J'en parle parce que je ne suis pas vendeur de rêve, j'en suis la preuve vivante. Voilà. Donc j'ai commencé à cela 5 ans. Aujourd'hui, si j'ai besoin de 100 millions, je vais l'avoir. D'accord. Vous comprenez? Si j'ai besoin de 50 millions, la belle preuve, j'ai réuni 22 millions pour le soja en une semaine.
Et tout ça, c'est pas financement participatif. C'est pas ma caméra. J'ai pris mon téléphone, je l'ai posé devant moi. Bonjour, on va faire un business de soja. Les gens me suivent depuis des années. C'est Monsieur Talagbe, on lance dedans. D'accord. En fait, le truc, c'est qu'il faut d'abord, c'est tout un processus. Bien sûr. Il faut pas, c'est ça, vous avez commencé par le dire. Il ne faut pas juste se lever et dire que parce que Monsieur Talagbe vient de dire, ah, moi, mais je vais me lever, hein, je veux 50 millions. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Personne n'aura confiance en toi. En fait, ça a différentes étapes et il ne faut pas se précipiter. C'est ça. D'accord. Tout à fait ça. Et en plus, quand on dit zéro, la connexion Internet, elle n'est pas gratuite. Non plus. Si vous allez dévorer 50 vidéos sur YouTube, ça veut dire que vous avez une connexion Internet illimitée. Voilà concrètement comment est-ce qu'on peut démarrer un projet agricole aujourd'hui. Et encore, je vais ajouter quelque chose. Vous avez besoin même de personnes pour démarrer un projet agricole parce que si vous, par exemple, vous avez un voisin qui est à côté de vous, qui a des terres agricoles au nord, qui a les moyens, vous rapprochez de lui. Sans même passer par les réseaux, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les réseaux sociaux. Ils vont me dire forcément c'est les réseaux sociaux. Non, vous avez un tonton qui a un peu d'argent dans le quartier. Vous savez qu'il a beaucoup de terre ou bien il a l'argent, il peut investir au nord. Vous lui dites, tonton, voilà, j'ai vu, j'ai suivi telle personne, et j'ai fait moi aussi telle superficie, et j'ai gagné telle, je n'ai pas les moyens, je veux qu'on aille à une hauteur plus importante. Si ça vous intéresse, si vous toquez 20 portes, au moins une porte va s'ouvrir à vous. Ah ben les jeunes d'aujourd'hui ne veulent même pas aller toquer. Hein. C'est leur problème. Ou bien Boris. C'est le problème. Il y a certains qui font l'effort, mais aujourd'hui, ils préfèrent le facile. Oui, en fait, la facilité prend le dessus. C'est vrai, il y en a qui se démarquent dans le lot, mais franchement, si tous les jeunes pouvaient se mettre en tête que c'est pas facile, mais il faut que j'y arrive, n'est-ce pas, Talagbe, on va y arriver. Bien sûr. Même moi, à mon étape, là, je toque des maisons pour tailler les fleurs aux gens. Quand je vois les recettes de mardi jusqu'à vendredi, ça ne donne pas. Mais j'appelle parce que j'ai les employés qui sont là, ils font rien. Les jardiniers, ils sont là, ils font rien. À la fin du mois, je vais les payer. Quand je prends une moto, bien je prends ma voiture, je suis paysagiste, je vais vous tailler toutes vos fleurs à 5 000 francs. Je sais que ça coûte 30 000, mais je vous taille à 5 000 francs. Imaginez 20 portes s'ouvrent. Il s'est dit, ah, je t'ai vu à la télé, ah, je te vois sur YouTube, ah, c'est vous sur Facebook. Et je gagne de l'argent. En fait, le tout ne suffit pas aussi de dire j'ai déjà une certaine notoriété et après, ben, je ne fais plus certaines choses. Hein. C'est les jeunes, ce sont mes employés. Tu vas rentrer dans l'abîme, quoi. J'espère que vous avez bien retenu ce que M. Talagbe a dit. Alors, qu'est-ce que Boris pense de ce coup-là rapide, démarrer une entreprise agricole avec pas 0 francs. Mais avec moi, je fais avec 0 francs. D'accord. Ouais, parce qu'il a dit aussi, quand vous êtes dans le domaine du numérique... J'ai fait avec 0 francs et je sais où je suis. Donc, c'est pour lui dire que c'est vrai que si vous n'êtes pas du domaine, vous ne pouvez pas le faire. Ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est réel. On vous vend des rêves des fois, mais attention, on peut le faire si vraiment on est stratège, on a les atouts pour le faire et puis c'est facile. Mais ce qui est sûr, parce que je dis quelque chose rapidement pour lui dire qu'avec 0 francs, on peut le faire. Si par exemple, maintenant, là, celle-ci vend son riz, elle le fait chaque fois, elle dit aux gens, maintenant, ne m'envoie pas mon mobile money directement, envoie sur mon compte bancaire. La banque fait quoi? Un scoring banking, vous fait un prêt parce qu'on va domicilier le son, les fonds. Exactement. Chez elle, là-bas, on dit, prenez un prêt de 10 millions. Vous n'avez pas mis de l'argent? Rien. Rien. Donc ça veut dire qu'il y a cette manière de faire pour gagner de l'argent avec le dos de la banque et tout ça. Monsieur Boris. Alors, coach Noé et Latifat, j'ai besoin de vos avis très rapidement. On va conclure cette émission. Latifat, vous avez envie de laisser en même temps la restauration pour aller vers l'agriculture? On peut avoir plusieurs cordes à son arc. N'est-ce pas? Parce que j'ai vu que vous avez dévoré... C'est deux secteurs qui se complètent parfaitement. N'est-ce pas? Parce que c'est de la femme à la table. Une restauratrice agricultrice gagne énormément plus que ses concurrents. Ah, si, monsieur Talagbe le dit. Coach Noé, très rapidement, je vais simplement demander d'établir encore le lien de complémentarité entre l'agriculture et le coaching. Les enfants, je précise. Bien sûr. Voilà, je crois que c'est intéressant tout ce que M. Talagbe vient de nous donner comme leçon et nous allons essayer de le transmettre des meilleures manières à nos cibles. D'accord. Voilà. Coach Noé Consolas Konou, merci d'être passé encore une fois sur le plateau du rendez-vous de midi. Latifat, un plaisir de vous avoir reçu par ici la première fois, je crois bien, la première fois, donc du courage. Merci. Alors, Boris, bon, on est ensemble tous les jours, n'est-ce pas, comme le disent les Ivoiriens. Talagbe Valère aussi, je n'ai pas besoin de lui dire merci parce qu'on est ensemble. Merci quand même à l'équipe de réalisation du rendez-vous de midi. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est déjà la fin. Merci pour votre aimable attention. Prochain rendez-vous, c'est déjà demain à 12h. Bye bye.